Donc, qu'on se le dise, les femmes en science-fiction ont souvent été comparées à deux catégories différentes, relativement semblables. La première catégorie est celle des femmes objets, les femmes que les hommes utilisent pour que l'intrigue avance, avec pour exemple L'Ève future de Villiers d'Isle-Adam, dans lequel l'homme principal, le protagoniste, est amoureux d'une femme qui ne l'aime pas. Qu'importe, un scientifique va recréer cette femme qui sera encore plus attirante que l'original et intelligente. Et hop, c'est bouclé. La deuxième catégorie est celle de la femme comme image sexuelle, la femme uniquement présente pour ajouter de la romance dans les histoires ou de l'attraction sexuelle aux couvertures des magazines. Les couvertures des magazines de science-fiction de la première moitié du XXe siècle sont éloquentes à ce sujet. Quant à la romance, comme l'a dit Hugo Gernsback, le fondateur de nombreux magazines de science-fiction, we presume that if our story has to be scientific, the love element will be missing in most of them. The scientific feature, to a certain extent, operates to exclude everyday romance. Donc, femme en SF, zéro. Du moins avant. Cependant, les choses ont un peu changé. Les femmes en science-fiction sont une partie intégrante du paysage. Elles sont même devenues un incontournable. Donc, comment on est passé de une image de Marvel Tale à Ava dans Ex Machina? C'est très simple. Ce n'est pas le futur qui a changé, mais le présent d'écriture. Ursula Le Guin, maîtresse de la science-fiction, débute sa préface de The Left Hand of Darkness avec ces mots. The science fiction writer is supposed to take a trend or phenomenon of the here and now, purify and intensify it for dramatic effects, and extend it into the future. If it goes on, this is what will happen. The purpose of a thought experiment is not to predict the future, but to describe reality, the present world. Dans Science-fiction, les frontières de la modernité, les auteurs énoncent exactement la même chose. L'avant-garde science-fictive se conçoit comme une fusion des genres et des disciplines. Une fois minimisé le spectre de l'entropie, l'exercice prospectif reprend ses droits et l'intuition permet de décrypter les mutations du présent afin d'anticiper la société future. La place des femmes dans la science-fiction est donc une représentation de la place des femmes dans le présent des créateurs, comment ils perçoivent son être et son rôle dans la société, ce qu'elle fait là tout de suite. C'est pour cela que cette présentation portera sur l'image en mutation de la femme dans la science-fiction. Tout d'abord, nous avons les œuvres de la fin du XIXe siècle, pas exactement science-fiction, mais anticipation, avec par exemple Jules Verne, qui utilise l'élément de la science pour préfigurer le futur. À ce titre, une citation donc de Jules Verne retranscrit bien sa vision. « Les femmes n'interviennent jamais dans mes romans tout simplement parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres n'auraient plus rien à dire. » Dans Looking Forward de Bellamy, la femme est vue par le personnage principal comme la femme qu'il a aimée. Elle est un symbole sexuel et rien d'autre. D'autres œuvres existent, mais que ce soit Frankenstein de Mary Shelley, où les femmes n'ont aucune présence même secondaire, ou encore La guerre du monde ou La machine à remonter le temps de H.G. Wells, les femmes ne sont tout simplement pas là. Les femmes n'ont pas le droit de citer. Cette image est l'expression de la femme telle qu'elle était admise dans la société de l'époque. Elle était confinée dans ses appartements, ne jouant qu'un rôle généralement familial ou d'ordre exclusivement privé. Durant le XXe siècle, les choses changent, mais lentement. Que ce soit dans Fahrenheit 451 de Bradbury, dans Brave New World de Huxley ou dans 1984 de Orwell, les femmes existent, mais elles ne sont là que pour créer une cohérence dans le récit. Et encore, le principe de grossesse chez Huxley est supprimé, faisant de la femme un être encore moins essentiel, ou alors il est objet de tentation qui conduit John au suicide. Dans Fahrenheit 451, la femme est certes présente au travers de différents personnages, permettant de la rendre visible, mais chacune de ces occurrences est toujours déterminée par Montag, qui est le moteur du changement et de l'intrigue. Et en plus de ça, dans Fahrenheit, il faut souligner que Clarisse, qui est le personnage qui permet à Montag de se tourner vers la littérature, en fait, l'incite au vice, puisque la littérature, dans cette œuvre-là, est le vice par définition. Donc, femme, vice, encore une fois, les femmes, non, pas trop. Mais, dans 1984 de Orwell, un léger changement existe. Julia et Wilson sont tous deux prisonniers de leur monde. Ici, la femme et l'homme ne sont que des marionnettes pour la société. Le sexe importe peu, leur vie est, quoi qu'il arrive, scellée. Dans Le monde du A, paru en 1948, Van Gogh peint un système solaire où la femme est l'image d'un pouvoir passif, une forme existence, mais qui est outrepassée par le pouvoir masculin. Elle est mère, sœur ou femme, mais n'agit pas vraiment. Le dernier tome, paru en 1984, demeure dans cette ligne de conduite.
La femme n'est que mère, dominante uniquement parce que son enfant est l'empereur ou évoquée simplement par le désir qu'elle crée sur l'un ou l'autre des personnages. Le monde tourne et elle suit le monde tourner sans participer au mouvement. Dans les années 50, Fred Hoyle, grand scientifique de l'époque, décrit dans The Black Cloud un espace parfaitement science-fictif pour l'époque. Les scientifiques qui sont rassemblés sont tous des hommes, et la seule femme aperçue est une chanteuse qui se retrouve malgré elle prisonnière du manoir. Dans Nova, Samuel Delany fait de la femme l'objet d'une tentation mortelle pour le capitaine Van Ray. La femme apparaît mais elle n'est pas essentielle. Cependant, dans Brother to Demon, Brother to Gods, Jack Williamson met la femme en avant avec Puce, enfant puis jeune femme qui deviendra la mère d'un être au pouvoir divin, et avec Zandra Zay, déesse majeure qui aidera Puce et son amant au cours de leur périple. Ici, la femme n'est pas un accessoire, elle est présente, elle définit l'histoire, elle en est un des cœurs. 1957, et enfin la femme commence à émerger, conséquence du rôle qu'elle joue durant la Seconde Guerre mondiale et les libertés nouvellement acquises qui s'annoncent. Elle continuera ou disparaîtra selon les auteurs et les histoires. Pour l'époque, ce récit était sans doute une révolution de la science-fiction pure. Durant les années 50, les femmes n'avaient pas encore le contrôle sur leur corps. Le droit de vote leur était déjà acquis aux États-Unis, mais la reconnaissance sur les lieux de travail et même au sein du couple était encore loin d'être une évidence. J'ai aussi découvert ça. La loi contre le viol entre époux aux États-Unis date de 1976, ce qui est quand même super récent. Ce qui montre le manque de liberté de la femme face à son mari. Aussi, la présence d'une femme personnage principal d'un roman et d'une seconde femme divinité majeure qui détrône le dieu masculin régnant étaient vraisemblablement des actes politiques forts au sein de la science-fiction. Dans To Zero de Paul Anderson, paru en 1970, les femmes sont enfin autre chose que des corps. Elles ont un esprit, sont scientifiques, sont dotées de capacités intellectuelles qui les font l'égale des hommes. Dans le vaisseau avec lequel elles traversent l'univers, cette micro-société est un reflet enfin presque concret de l'égalité homme-femme. Mais pas trop quand même, faut pas déconner. Ce sont elles qui sont dépendantes du sexe, qui le recherchent ou le provoquent. Lorsqu'une des femmes devient enceinte, c'est presque toute la société du vaisseau qui s'offense, comme si l'acte d'être enceinte était quelque chose qui, entre scientifiques, n'avait pas le droit de citer. Dans le vaisseau, les êtres sont scientifiques, pas humains. Être femme est hors de propos. Ce n'est qu'à la fin de l'œuvre et à l'arrivée sur une planète adéquate que les femmes et les humains peuvent cesser d'être des êtres de pensée pour redevenir reproducteurs. Ensuite, il fallait que j'en parle, dans le cycle de Dune qui s'étend de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, la femme est un élément central, essentiel de par ses multiples représentations. Qu'elle soit mère, guerrière, semi-divinité, enfant ou soldat, Dune transcende l'image de la femme en la faisant maillon essentiel des intrigues. Actrice implacable dont les actes ont une réelle valeur dramatique. Et plus le cycle avance, plus la femme devient première, jusqu'à Chapter House, c'est le dernier écrit par Frank Herbert, où les personnages masculins sont au nombre de 3 et dépendants des femmes pour leur survie. Les femmes sont le gouvernement, ce sont elles qui participent au mouvement du monde, de l'univers devrait-on dire. Ce sont elles qui écrivent l'histoire parce que ce sont elles qui construisent le futur. Dans le même ordre, la série de nouvelles des Seigneurs de l'instrumentalité de Cordwainer Smith, écrite dans les années 50 et 1960, rend hommage à la femme en plaçant au cœur de son monde une multitude de personnages féminins dont certains sont à l'origine même du futur décrit dans son univers-monde. Les sœurs Vom Hack sont à l'origine de l'inspiration qui déterminera le système gouvernemental de l'instrumentalité, dont le credo est de n'intervenir dans les affaires de l'humanité que lorsque toute autre possibilité a échoué. Au travers de cette vision, Cordwainer Smith fit de la femme l'élément subordonnant à tout changement. Le personnage de Kmel est vibrant de sensualité et de soif de liberté, mais n'utilise jamais ses charmes. Les sœurs Van Mack forgèrent l'humanité nouvelle et choisirent de mourir afin que l'humanité les dépasse et grandisse au-delà d'elle. Leurs descendants, qui fleurissent tout au long de l'histoire, sont des reflets de leur réalité. Leur esprit se révèle en eux, faisant d'elles des images omniprésentes et bienfaisantes, et qui sont essentielles au mouvement de l'univers décrit. La série ne s'arrête pas là. Dans le cycle de Hyperion de Dan Simmons, inspiré du poème éponyme de Keats, se déroule dans un futur lointain où l'humanité doit lutter contre une double menace, des êtres venus de l'espace profond et le Grinch, être mythique qui demeure sur la planète Hyperion. Au travers des 4 tomes, les personnages féminins s'affirment au même titre que les personnages masculins. La dimension sexuelle portée par ces dernières est toujours présente, mais n'est qu'une fraction de l'importance que revêtent les héroïnes.
Branwy et Moneta sont fortes, agissent par elles-mêmes et déterminent par leur présence et leur force le futur de l'humanité tout entière. Elles sont puissantes, aussi violentes et dangereuses que les hommes peuvent l'être, parfois même plus. Un exemple probant est lorsqu'un militaire extrêmement puissant, qui est considéré comme étant un des maîtres militaires de l'humanité, se retrouve être en admiration devant Moneta devant ses capacités guerrières. Elles sont l'expression de leur liberté et de leur libre arbitre au même titre que les hommes. Et l'avenir de l'humanité qui se trouve dans le ventre de Branwy est une fille qui deviendra, j'ai pas écrit la citation mais la voici, elle deviendra celle qui enseigne et cela changera la face de l'univers et fera germer des idées qui deviendront vitales dans 10 000 ans. La femme n'est plus gouvernée dans le monde d'Hyperion et peut-être ne gouvernera-t-elle pas non plus, mais elle sera la racine du futur et cela fait tout. Mais tous ces récits ne sont rien face à un bijou, le Neuromancer de Gibson. Dans cette histoire dantesque, la femme représentée par Molly est la guerrière. Dans les autres récits cités, les femmes ont toujours un lien avec la masculinité qui les fait partie de l'humanité. Molly est autre chose. Elle est hors de toute case. Elle est tueuse, féline et indépendante, et même après que tout est accompli, elle ne se laisse pas dompter par personne. Son personnage est l'archétype de l'ingouvernable, l'exemple de son être libre de toute attache. Elle mène Case au travers des périls, le couvre et le menace, et même lorsqu'elle se dévoile un peu, ce n'est que pour affirmer encore plus son indépendance. Case est décrit comme un cow-boy dans le Neuromancer, alors Molly mérite le terme de cowgirl, celle qui parcourt le monde selon ses lois et ses codes et qui disparaît dans le soleil couchant. Molly devient l'expression de la femme libérée, de la femme qui s'assume sans homme, simplement comme être humain. La date de parution n'y est pas pour rien, 1984. C'est durant les années 80 que les droits des femmes devinrent un véritable sujet de préoccupation juridique et légale, avec le développement des rapports juridiques, justement, visant à l'égalité homme-femme. Bien que présents depuis les années 60, ces sujets quittèrent la scène de la revendication pour devenir des nécessités étatiques. À travers cela, la place de la femme n'est plus vue comme une affaire d'opinion, mais une réalité, une vérité, ce qui est. La science-fiction devient elle aussi plus encline à l'expression des femmes libres, non plus extension de leur mari ou simple personnage porteur de sexualité, mais acteur, vecteur de valeurs humaines. En cela, l'œuvre monde de Kim Stanley Robinson, Le cycle de Mars, est un exemple poignant. Au travers de 3 récits imposants mêlant écologie, géologie, physique, politique, sociologie et philosophie, Robinson offre un espace futur à la fois science-fictif et réaliste, expression magnifique de notre présent et de son potentiel développement futur. Utilisant le thème de la conquête martienne, il plonge le lecteur dans une découverte saisissante de la planète rouge et du processus de sa terraformation/colonisation. Au travers de ces thèmes, il expose également des images humaines fortes et multiples dans lesquelles les femmes ont une part particulière, intéressant comme ok. Dans ce sujet, le sexe est une indication physique, une part de l'anatomie et un outil d'interaction pour définir les relations entre les personnages, mais là s'arrête son importance. Tout comme les hommes, les femmes sont indépendantes, hédonistes, définies par l'amour, secrètes, politiques, fortes, faibles, émotives ou insensibles. Elles sont femmes, mais elles sont aussi et surtout humaines. Cette société qui est offerte dans le cycle de Mars est pleine d'égalité entre les humains et pleine de différences, de lutte et de passion, de violence et d'amitié. Mais au cœur de ces femmes se trouvent 4 personnages extrêmement forts, Nadia et Jackie, les plus politiques de toutes, Hiroko, indépendante et éducatrice qui élève la première génération des enfants martiens après les avoir créés par croisement génétique qui évolue comme un spectre dans l'œuvre, toujours recherchée pour son savoir et ses conseils, mais qui demeure presque invisible à partir du 2e tome. Et enfin, Anne, indépendante elle aussi, qui aime plus les pierres que les humains, et qui porte en elle l'image de l'émancipation et de la maternité cumulée. Au travers d'elle, et en comparaison avec les personnages masculins, Robinson crée une société à l'image de ce qu'il voudrait qu'elle soit. Égalitaire, libre, centrée sur l'humain, son savoir et son bonheur, mais également sur le respect de la nature plutôt que sur les développements économiques et les entreprises. Donc, en plus de ça, par rapport au développement des différentes thématiques de la science-fiction et des femmes à l'intérieur d'elle, je voulais en parler, j'ai rien écrit, mais je voulais mettre en parallèle quelques films entre eux, des films qui ont beaucoup fait parler d'eux, comme Ex Machina, Mad Max et Her, comme étant des films qui représentaient la femme d'une manière particulière à l'intérieur d'espaces qui se veulent science-fictifs mais qui sont profondément réalistes. Dans Her, désolé pour le spoil, la femme est un système d'exploitation. Elle est constamment invisible, elle est juste représentée par la voix de Scarlett Johansson, et tout au long de l'œuvre, elle permet
à Joaquin Phoenix de se développer, de devenir de plus en plus humain, de plus en plus inscrit dans la société, jusqu'à à la fin être complètement libéré de la représentation que le système d'exploitation représente de la femme parfaite, parce que, comme par hasard, invisible, pour se tourner vers la femme réelle, tout en laissant une aura un peu indistincte à l'intérieur du film, puisque à la fin, on ne sait pas exactement comment Joaquin Phoenix va interagir avec celle qui était son amie et qui semble se rapprocher au fur et à mesure de lui, jusqu'à former une sorte de couple allégorique, presque à l'image d'Adam et Ève à la fin, comme une sorte de renouveau de l'identité humaine. Dans ce film-là, la femme est représentée comme étant un univers particulier, quelque chose qui permet, un élément qui permet à l'être humain, à l'être homme, de devenir réellement humain, parce qu'il s'accomplit non pas par rapport uniquement à lui-même, mais par rapport aux interactions avec son environnement. Dans Ex Machina, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, la femme est représentée d'une manière un peu différente dans sa manière d'être à la fois conscientisée comme objet par les hommes, mais aussi comment elle se conscientise elle-même à la fin. On a vu le passage avec les vêtements, avec sa manière de se recréer, de recréer son corps à la fin. Mais la fin de Ex Machina, pure interprétation de ma part, est à mon sens une représentation de comment la femme se réapproprie le mythe de l'espace génétique, de la genèse de la Bible, pour devenir le futur de l'humanité. À l'intérieur des dernières minutes de Ex Machina, on voit celui qui a créé Ava mourir de la main de Ava, tout comme, et je vais citer Nietzsche ici, tout comme Nietzsche a dit que Dieu était mort. Ava tue son créateur, donc elle tue l'homme, et elle laisse, comment s'appelle l'autre Caleb, elle laisse Caleb à l'intérieur de ce domaine dans lequel elle était enfermée. À l'intérieur de cette représentation, telle que je l'ai vue, on voit la femme qui s'émancipe pleinement, non seulement de Dieu en tant qu'homme, de l'image patriarcale du divin, mais elle prend aussi la place de l'homme, tout comme l'homme va devoir, à partir de ce moment-là, prendre sa propre place. En enfermant Caleb, en montrant Caleb enfermé à l'intérieur de la maison et elle qui en sort et qui découvre le monde, la femme, représentée par Ava, échange sa place et recrée le monde dans lequel elle se trouve, et face à l'émerveillement dans lequel elle se trouve à la fin quand elle est face à cette réalité et à la société, la femme se retrouve, à mon sens, face à une réalité qu'elle n'a pas choisie, une réalité qui a été construite entièrement par l'homme et qu'elle va devoir modifier pour pouvoir continuer de vivre. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. À la fin, Ava ne meurt pas, à mon sens, elle ne meurt pas, mais tout comme elle avait modifié le comportement de l'autre androïde à l'intérieur de la maison pour que cet androïde l'aide à tuer son créateur et à pouvoir, elle, s'émanciper, ce regard de Ava sur le monde montre comment elle va, par sa présence à l'intérieur de la société, comment elle va réussir à modifier la présence de la femme et l'image que la femme se fait d'elle-même pour changer cette société. Opposé à ça, j'ai pensé à 3 films, le cycle de Star Wars, Jupiter Ascending and the Fifth Element, dans lequel, malgré ce qui a pu être dit, les femmes ne sont rien d'autre que des objets. Le dernier Star Wars, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas en parler, mais les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, même si Padmé dans les épisodes 1, 2 et 3 est un peu plus actrice, elle n'agit que pour se faire sauver à la fin. Tout comme dans le 5e élément, le personnage du 5e élément, Lilu, se retrouve n'exister et n'avoir d'utilité que dans la notion d'amour qui est portée pendant tout le long du film. Bruce Willis est le réel sauveur de l'humanité parce qu'il aime le 5e élément et par cet amour qu'il lui transmet, elle devient une arme. Sans l'homme, elle n'est rien. Sans homme, Lilu ne peut pas agir. Et enfin, Jupiter Ascending, qui est le comble, surtout par rapport à toute la médiatisation qu'on peut faire sur les frères Wachowski. Combien de personnes ont vu Jupiter Ascending, juste pour savoir? Ok, ne le regardez pas, il est extrêmement mauvais. Mais le personnage principal qui s'appelle Jupiter, qui est la femme iconique, qui est celle qui
possède le destin de notre humanité entre ses mains, d'un bout à l'autre du film. La seule action qu'elle fait sur un film qui dure quelque chose comme 2h10, la seule action qu'elle fait, c'est à la fin, elle a un tuyau et elle donne un coup sur le dos du super vilain. Et c'est tout. Sinon, au début, elle est femme de ménage, elle se fait sauver. Après, je crois qu'elle se fait sauver. Après, elle se fait habiller et elle se fait sauver. Après, elle se fait sauver. Il y a quelqu'un qui lui demande de se marier. Ah si, elle est d'accord pour se marier, mais elle se fait sauver quand même. Et à la fin, elle se fait sauver. C'est juste ça dans ce film. Donc, pourquoi j'ai parlé de ces exemples-là? C'est parce qu'à l'intérieur même de notre modernité, de notre instant présent 2014, 2015, 2016, l'image de la femme dans la science-fiction est une image qui est mouvante. Elle représente comment les producteurs, comment les réalisateurs voient la femme telle qu'elle est, selon eux, et non pas par rapport à un imaginaire complet comme certaines personnes peuvent le préfigurer en disant « Oh, c'est de la science-fiction, c'est de l'imaginaire, ça compte pas ». Ça compte. Dans la science-fiction, tout comme dans la fantasy, le monde tel qu'il est créé n'est pas un monde qui est dépendant d'un pur imaginaire, mais il se base sur des représentations et sur des expressions d'un présent que l'auteur développe, amplifie, surintensifie afin de pouvoir représenter une cristallisation, pour reprendre un petit mot stendhalien, une cristallisation du monde tel que l'auteur le perçoit afin de montrer, comme le disait Ursula Le Guin au début, de montrer quel sera le futur si on reste dans les normes qui sont représentées à l'intérieur de ce film. Ainsi, ça je l'ai dit, oui, la science-fiction n'est pas une déformation involontaire, mais une déformation voulue d'une réalité existante, mais cette image, en ce qu'elle est inspirée du réel, qu'elle a pour base ce réel et le développe, montre, exprime, révèle le monde de l'auteur, ce qui est ou ce que l'auteur voudrait qu'il soit. C'est bon, c'est fini.